Bonjour à tous. Désolée pour ce petit contretemps, mais nous avons eu un petit problème technique. Donc notre intervenante va intervenir dans quelques secondes, mais nous aurons que le son, nous n'aurons pas Cécile Carvalho en direct, physiquement. Donc bonjour à tous. Nous avions prévu au mois d'avril un café contact qui aurait dû se tenir hier dans les locaux de l'APEC sur les perspectives pour l'emploi cadre en 2020 en région Nouvelle-Aquitaine. C'est un point qui est réalisé par notre partenaire depuis quelques années suite à la publication d'un travail prospectif structuré autour des enjeux clés pour les entreprises et les cadres. Il nous est apparu important de maintenir cette présentation, certes sous un autre format suite au confinement, pour voir dans quelle mesure la crise sanitaire que nous vivons avec toutes les conséquences économiques que cela entraîne va impacter les enjeux de l'emploi cadre. Donc certains secteurs vont détruire des emplois, quand d'autres vont être sous tension. Donc pour nous éclairer et y répondre, donc nous retrouvons tout de suite Cécile Carvalho, consultante relations entreprises à l'APEC. Donc il va faire une présentation sur les 5 enjeux pour l'emploi cadre en 2020 suite à cette crise. Voilà, je vous donne la parole. Et alors, vous pouvez poser vos questions, utilisez la colonne questions, s'il vous plaît, pas le chat. Voilà, donc vous pouvez interagir à tout moment et vu le problème technique que nous avons, je poserai les questions, je ferai le relais. Voilà, Cécile. Merci beaucoup. Donc, désolée effectivement pour votre temps technique. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Je suis consultante à l'APEC. Dans notre métier, nous rencontrons tous les jours des entreprises, des jeunes diplômés et des cadres pour les accompagner. Aujourd'hui, nous sommes 100% à distance. L'une des missions de l'APEC est une mission d'observatoire du marché de l'emploi cadre, pour éclairer l'ensemble des acteurs du marché, les cadres, les entreprises et bien sûr les consultants APEC qui vous accompagnent. On intervient, le cadre de nos études est à la fois sur la notion de recrutement, tant en termes de volumétrie et qu'en termes de processus et de méthodes de recrutement, sur les trajectoires professionnelles pour les cadres depuis l'insertion des jeunes diplômés jusqu'à la retraite et des analyses autour de l'évolution des métiers et des impacts de changement. Alors c'est vrai, comme vous l'évoquez, la présentation qui était prévue était essentiellement tournée sur les enjeux de recrutement en termes de volumétrie, les prévisions de recrutement, avec un deuxième axe sur les enjeux de l'emploi cadre. Bien évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, vous pouvez facilement imaginer que les données chiffrées que l'on a sorties, si je peux m'exprimer ainsi, en début d'année 2020 sont totalement bouleversées. On parlait de record de recrutement de l'emploi cadre. C'est évident que ces recrutements ne se réaliseront pas. Il est pour nous aujourd'hui très difficile de donner des éléments chiffrés précis sur les volumes d'embauche, parce que tout dépendra de la situation économique dans laquelle nous allons sortir. La chose qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, le marché de l'emploi, cadre et non cadre, va être bouleversé. Nous constatons déjà une baisse du nombre d'offres sur notre site, même si les fluctuations sont visibles. Bien évidemment, la première semaine, ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu de nouvelles offres. Ensuite, ça a baissé. Et là, on voit à nouveau une petite augmentation des offres. Mais aujourd'hui, le sujet, du coup, j'ai voulu l'aborder sous l'aspect des enjeux de l'emploi cadre. L'APEC a publié en 2019 environ 50 études, d'accord ? Et elle a réalisé une analyse transversale de l'ensemble de ces publications. Cette analyse a permis de faire émerger
des articulations, des récurrences et ces fameux 5 enjeux de l'emploi cadre. Cette analyse prend en période de crise une dimension toute particulière. Est-ce qu'ils vont perdurer? Est-ce que on va voir, quand je dis on, c'est les cadres et les entreprises, voir les choses différemment. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, est-ce que la crise va bouleverser ces 5 enjeux tels qu'ils ont été identifiés? Et si oui, comment? Bien évidemment, nous n'avons pas à ce jour les réponses à toutes ces questions, loin de là. Donc, je vais émettre ce matin un certain nombre d'hypothèses auxquelles vous pourrez sûrement réagir. Donc, je vous propose, voilà, dans un premier temps, de voir l'ensemble de ces 5 enjeux. On parlait de transformation numérique, je crois qu'on peut mettre ça au présent, bien évidemment. La redéfinition des compétences, la différenciation par la promesse employeur, la recherche de sens et d'équilibre, la prise en compte des inégalités. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur chacun de ces 5 enjeux, de les détailler, d'essayer de trouver des clés pour anticiper par rapport à la situation actuelle et de tirer son épingle du jeu dans ce marché en pleine incertitude. Et bien évidemment, de mesurer ce qui a bougé, ce que la crise a fait bouger en cette période. Donc, comme vous le disiez, n'hésitez pas à utiliser donc les questions à la fin que je ne peux pas voir, mais qu'on va me donner. Donc le partage sera fait. Et à la fin de chacune des parties, je prendrai un peu de temps pour répondre aux questions qui me seront posées. Commençons par la transformation numérique. Les technologies numériques transforment les modes d'organisation et l'activité des entreprises, mais elles ont également, et elles continuent à transformer, l'évolution des métiers cadres. Elles ont des impacts sur les métiers cadres. La digitalisation n'est pas qu'un enjeu de technologie, c'est également un enjeu de processus et d'organisation de management. On l'a vu totalement depuis le début de la crise, parce qu'il a fallu, dans un temps record, se réorganiser, mettre des modes de travail différents, des relations management salariés totalement différentes et avec des relations également avec des clients et fournisseurs complètement différents. Si je prends que quelques exemples, la création de sites internet dans le commerce, y compris pour des petits commerces d'alimentaire, il a fallu qu'en quelques semaines, ils créent leur site internet, ils créent une relation à distance, mais malgré tout avec également une relation de proximité pour les livraisons. Donc là, on a vu comment cette crise nous a obligés à plonger, si je peux me permettre, dans la transformation numérique, au sens large du terme, au sens de processus organisationnel. Cette transformation numérique j'ai modifié le diaporama initial avec quelques, et tout simplement en barrant des éléments qui ont qui aujourd'hui ne sont plus valables. C'est pas progressivement que toutes les entreprises sont concernées. Ça a été du jour au lendemain, tout le monde a été obligé de s'y mettre, et toutes les entreprises, les grandes comme les petites. Côté cadre, la transformation numérique, si je repars un peu en arrière, a créé de nouveaux métiers dans les secteurs de l'informatique, je vais pas détailler, mais voilà, les data scientists et autres spécialistes de l'analyse de données, par exemple. Elle a donné aussi, cette transformation numérique, la spécialisation de certains métiers avec l'apparition de nouvelles compétences. Aujourd'hui, si je me remets dans ce que nous vivons aujourd'hui, on va prendre le secteur de la santé, qui est le secteur aujourd'hui le plus touché, et le secteur de la e-santé, avec non seulement l'apparition de nouvelles pratiques,
qui restaient malgré tout encore un peu exceptionnelles et qui se sont développées et qui s'appuient à la fois sur des évolutions technologiques, les consultations à distance, les plateformes en ligne, mais également sur des modifications de comportement avec des interventions des différents acteurs, le médecin, le suivi du patient, les équipes médicales, les équipes autour des patients, soignants, familles. Et je ne citerai que l'exemple des EHPAD sur lesquels on se pose la question aujourd'hui de comment recréer du lien là où hier on l'a totalement supprimé. Et c'est là, sur ce point-là, qu'on voit intervenir le deuxième enjeu sur la notion de redéfinition des compétences. Avant d'enchaîner, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Des remarques? Allô, allô? Non, toujours pas de questions. Hein, D'accord. Pardon, je croyais qu'on... C'est moi. Donc, je reprends. Alors, la notion de redéfinition des compétences. Cette partie-là est tirée d'une étude de l'APEC qui interroge les cadres sur leur vision du métier. Quand on les interroge sur comment ils décrivent leur métier, le premier mot qui leur vient à la bouche, c'est la notion de responsabilité, d'accord, qui est le marqueur identitaire des emplois cadres. Ce qu'ils rajoutent, c'est que malgré tout, c'est une responsabilité qui n'est pas forcément uniquement une responsabilité hiérarchique, hein, puisqu'on le voit ici, il n'y a que 45% des cadres qui occupent une responsabilité hiérarchique, mais d'autres responsabilités plus transversales comme la responsabilité de projet, la responsabilité d'équipe pluridisciplinaire ou des responsabilités plus techniques comme des responsabilités budgétaires par exemple. Donc c'est le marqueur essentiel, cette responsabilité multiple et complexe. Le deuxième élément que nous citent les cadres, quand on les interroge toujours sur leur métier, c'est qu'en plus des compétences techniques, ils nous disent il faut qu'on soit agile, pour reprendre ce terme à la mode, mais capable de développer des éléments, des compétences comportementales fortes. À la fois des compétences comportementales relationnelles, mais d'organisation, d'adaptabilité. Alors aujourd'hui, en période de crise, l'enjeu n'a pas été pour les managers de démontrer leurs compétences techniques, mais de démontrer leur capacité d'adaptation, leur capacité à mettre très rapidement une nouvelle organisation en place, de faire preuve d'écoute, d'empathie pour accompagner leurs collaborateurs et la transformation des entreprises. De se lancer dans un nouveau mode de relation avec les entreprises, avec les collaborateurs. Encore plus que ces compétences techniques, ce sont diverses. Alors, skills, c'est le terme très à la mode, hein, qui vont être évalués par les organisations et évaluer bien évidemment, si je me replonge dans un processus de recrutement, par les recruteurs. Les recruteurs, c'est pas clair, c'est pas difficile, ils vont dire oh, alors cette crise, vous l'avez gérée comment? Vos collaborateurs l'ont vécu comment? On avait déjà dans la partie études avant la crise, la notion de soft skills qui était très présente et qui avait évolué par rapport à ces dernières années. Et on disait souvent qu'une des soft skills importantes, c'était la capacité à gérer des situations complexes. On est là, bien évidemment, dans l'enjeu prioritaire, la capacité à gérer des situations complexes. Bien évidemment, il y en a d'autres. Là, il y a la notion d'innovation qui va être très présente également demain, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai mis en place en dehors du télétravail, mais dans le mode de fonctionnement d'un télétravail pour que ça se passe bien et pour que, compte tenu des contraintes, une contrainte qui est claire aujourd'hui, c'est le mélange
la vie professionnelle et de la vie privée pour que, compte tenu des contraintes, malgré tout, tout se passe bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je continue? Ok. Alors, l'autre élément, le troisième enjeu qui était identifié dans notre étude, c'était la différenciation par la promesse employeur. Alors, hier, nous citions, j'ai bien mis l'imparfait sur cette slide, dans une croissance continue depuis quelques années des recrutements de cadres. Une croissance qui était liée à plusieurs éléments, une situation économique favorable, développement de nouveaux métiers, une courbe démographique qui était aussi favorable avec des niveaux de départ en retraite importants. Donc, j'ai envie de dire, l'enjeu pour les entreprises était de se rendre visible auprès des candidats. Le marché était très favorable aux cadres et donc la différenciation était primordiale à faire pour les entreprises. C'est pour ça qu'on parlait de marque employeur, de promesse employeur. C'était se dire pourquoi le candidat qui est sollicité, surtout sur des métiers en tension, qui est sollicité de partout, va venir chez moi plutôt que chez le voisin. Au-delà d'un job, qu'est-ce qu'il va trouver chez moi? D'accord? Bon, bien évidemment, aujourd'hui, la situation, on peut imaginer que la situation va s'inverser. On voit une forte baisse de diffusion des offres, j'en ai parlé au début de mon intervention. Malgré tout, on voit qu'il y a des situations variables selon les secteurs d'activité. On sait très bien qu'il y a des secteurs d'activité, le transport, la distribution, l'agroalimentaire, bien évidemment la santé, qui sont encore en fort niveau de recrutement cadre et non cadre. D'accord ? Là, l'enjeu, aujourd'hui, avant de parler d'enjeu, aujourd'hui, nous faisons un double constat avec nos collègues qui interviennent dans l'accompagnement des cadres. Le premier constat, il est que les cadres continuent à réfléchir à leur parcours professionnel. Nos collègues ont une activité qui certes est entièrement faite à distance, mais qui a été maintenue. Un peu fléchi au démarrage, mais les cadres ont continué à interroger l'APEC sur les parcours la réflexion sur leurs projets professionnels, l'accompagnement sur leur visibilité, sur leur CV, voilà. Donc on sent aujourd'hui que cette demande-là côté cadre est encore présente. Bien évidemment, il y a un niveau d'inquiétude qui est fort. Certains se disent, nous appellent parce que demain, ils ne savent pas s'ils auront encore un job. Mais on garde l'impression que il y a une projection sur des mobilités à moyen et long terme, bien évidemment. Les projets sur lesquels nos collègues dans l'accompagnement des cadres travaillent ne vont pas se mettre en œuvre demain matin, mais la réflexion est là. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est, de la part des cadres, c'est qu'ils ont une demande forte d'informations claires de la part des entreprises. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui de nouvelles offres qui sont diffusées sur le site, moins qu'avant certes, mais il y en a. Des offres qui sont actualisées, donc que les entreprises avaient diffusées avant le confinement et qu'elles maintiennent en ligne. Et ce que nous constatons, et ce que constatent les cadres, ils nous font remonter également les cadres, c'est que il y a, dans la plupart des cas, aucune information complémentaire sur la situation que vivent les entreprises, les raisons du recrutement, et encore moins sur les process de recrutement, ni les conditions de travail actuelles.
par exemple, ce que l'entreprise a mis en œuvre pour protéger ses salariés. Et là, on est sur le cœur du sujet de la marque employeur. Hein. La marque employeur, c'est aussi aujourd'hui comment je gère cette crise. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire encore plus qu'hier, les candidats ont besoin d'être informés, rassurés sur les raisons du recrutement, sur ce qui va se passer demain, sur le process, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'en fait, c'est de la communication, mais il n'y a rien derrière en termes de recrutement. Donc, notre conseil à nous, il est à court terme de dire aux entreprises qui ont fait le choix de maintenir leur recrutement, de communiquer de façon adaptée, contextualisée, que ce soit sur les offres ou sur leur page LinkedIn, par exemple. Hein. Aujourd'hui, il est peut-être plus facile de modifier une page LinkedIn que de modifier un site Internet. Hein. Mais d'être clair et transparent, encore plus qu'avant, sur leurs enjeux de recrutement, leurs enjeux liés à la crise, et s'ils continuent à recruter, leur process de recrutement. On voit aujourd'hui des entreprises qui disent moi, je fais 3 entretiens Skype avec mes candidats, je fais quasiment mon choix, et dès que la situation se débloque, je rencontrerai le ou les 2 finalistes pour prendre ma décision finale. Mais il est très important de communiquer là-dessus, sinon les candidats, en tous les cas, les candidats les moins actifs, j'ai envie de dire, dans leur démarche, ne vont plus postuler. Donc là, il est très important de rassurer les candidats. Si je reste dans la question de la marque employeur, toujours à moyen et long terme, et dans une logique de se dire, malgré tout, on va reprendre des recrutements, peut-être moins importants qu'aujourd'hui, mais on va en reprendre. Les liens que les entreprises auront continué à tisser avec les candidats potentiels leur permettra de redémarrer plus vite. La marque employeur, c'est également un enjeu de fidélisation et de mobilité interne. Demain, il est aussi important de se dire que les cadres, il faudra les fidéliser. Si l'entreprise a, entre guillemets, mal géré sa crise interne, le risque est de voir des cadres que l'on n'a pas envie de voir partir, mais qui vont partir. D'accord ? Donc, on a également un enjeu de fidélisation fort dans cette gestion de crise. Donc, 2 enjeux, en fait, il y en a 3, de la marque employeur, mettre en place une communication adaptée à la situation, garder le lien avec les candidats et rassurer les candidats à court, moyen et long terme. Je parlais tout à l'heure dans la rubrique compétences relationnelles, hein, la notion d'écoute et d'empathie. On est aussi dans cette logique d'écoute et d'empathie pour les candidats. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, Cécile. Antoine nous demande, oui, dans un contexte de contrôle des coûts encore plus important pendant et après la crise, ne pensez-vous pas que les entreprises vont privilégier les promotions internes, quitte à transiger sur la qualité des compétences versus le recrutement externe? Alors, oui, c'est effectivement une hypothèse. Hein, on peut pas le nier. Il faut l'envisager. D'autant plus que quand on analyse les situations des crises précédentes, si je regarde les éléments post-crise 2008, on a vu qu'il y avait une mobilité externe, en dehors des conséquences strictes liées au licenciement, hein, mais une mobilité externe choisie qui était forcément diminuée parce que les cadres et les collaborateurs, d'une façon générale, sont plus frileux. Donc, on peut l'imaginer, d'autant plus que le gouvernement, actuellement, en période de chômage technique fort, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser la formation
en période de confinement et de chômage des salariés. Bien évidemment, ils ont mis en place des dispositifs de formation pour les demandeurs d'emploi, mais également des dispositifs de formation pour les salariés. Je vais pas m'étendre là parce que voilà, c'est un sujet qui est assez complexe. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, on pourra vous en donner. On a une deuxième question. On sait que les secteurs de l'aviation, de l'aéronautique vont être dévastés. Avez-vous déjà des signes au niveau recrutement local sur Bordeaux et sa région? Pour être très honnête, non, on n'a pas de signe. On a les effets de la baisse du nombre d'offres. On a des signes, voilà, qui sont clairs et qui disent, par exemple, les sociétés de conseil et d'ingénierie ont grosso modo annoncé des recrutements divisés par 2. Aujourd'hui, on est trop dans l'incertitude pour pouvoir donner des éléments plus précis sur ce sujet. D'accord. Bon, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc je reviens tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. J'enchaîne. Alors, quatrième enjeu identifié dans notre étude, enfin, dans les différentes études, dans la compilation que nous avons faite, c'est la recherche de sens et d'équilibre. D'accord. Alors, avant de passer là, reconversion professionnelle, recherche de sens, mobilité géographique, création d'entreprise. Les cadres faisaient depuis quelques années part de désir de changement déjà clairement exprimé dans nos accompagnements. On voyait bien qu'il y avait ces deux mondes-là. On a d'ailleurs développé il y a quelque temps des services spécifiques pour accompagnement à la création d'entreprises. Voilà. Le contexte était favorable pour entamer des démarches de reconversion, de mobilité, avec une quête de sens qui était bien présente. Quand on interroge les cadres sur ce qui est important dans leur vie professionnelle, bien évidemment, c'est la régularité du revenu qui vient en premier. Encore que, si on affine ces éléments-là, on a d'ailleurs des résultats un peu différents en fonction de la catégorie d'âge. D'accord. Voilà, les jeunes diplômés vont peut-être plus facilement dire je veux apprendre et je veux me sentir utile en premier ou en deuxième par rapport aux revenus réguliers. D'accord. Mais voilà, premièrement, c'est le revenu, on est d'accord. Deuxièmement, c'est se sentir confortable et faire du bon travail. Il y a la notion d'évolution professionnelle et d'évolution de compétences qui est importante. Ensuite, il y a la notion d'utilité. D'accord. Et là, aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question si ces recherches d'équilibre, elles prendront en 2020 une autre tournure dans le contexte dégradé de l'emploi ou pas. Alors, est-ce qu'on va voir apparaître ici d'autres éléments? Les démarches de mobilité vont-elles être impulsées par la crainte de perdre son emploi et donc par une anticipation des risques? Ou est-ce qu'on retrouvera voire encore plus, cette quête de sens qu'ils expriment aujourd'hui? Quand on lit un peu la presse, on a vraiment l'impression que la notion d'utilité, la notion de sens, la notion de protection, d'environnement, protection de l'environnement aujourd'hui est fort. Donc, mais c'est peut-être un des sujets sur lequel aujourd'hui on a le plus d'incertitude, d'accord. Le seul élément sur lequel on peut réellement s'engager, c'est le constat que l'on faisait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, les cadres continuent à réfléchir à leurs projets. Alors, est-ce que leurs moteurs vont être différents, hiérarchisés différemment? C'est un peu compliqué à dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Peut-être qu'on a en ligne des
des cadres en réflexion sur leur projet professionnel aujourd'hui et qui pourraient réagir à ces éléments-là et dire moi. Alors, il y a Voilà, une question, bon, pas forcément liée, de Camille. Pensez-vous que le statut d'indépendant peut être une solution pour retrouver un emploi? En tant que chômeur et donc candidat, il me semble que les entreprises pourraient faire davantage appel à des freelances. C'est vous. Alors, je vais faire une double réponse. J'ai envie de dire, tout dépend de votre champ de compétences, d'accord? Parce que malgré tout, il y a des champs de compétences techniques, en particulier dans la R&D et dans l'informatique, sur lesquels les recruteurs avaient des difficultés à recruter et auront certainement encore, peut-être sûrement moins, mais des difficultés à recruter. Et du coup là, le statut de freelance peut être un avantage parce que du coup les entreprises auront moins la notion de prendre un risque en prenant quelqu'un en freelance. Mais alors je reste très prudente dans mes propos parce que on est dans une telle période d'incertitude que voilà que ce qui est dit aujourd'hui peut être contredit demain. Le deuxième élément, c'est le constat que l'on fait et que nous font les entreprises sur l'utilisation des statuts de freelance. Je m'explique. Aujourd'hui, les missions que des entreprises avaient avec des freelances, elles ont été maintenues au même niveau que les statuts de salariés classiques. Autrement dit, si les salariés classiques étaient mis en chômage partiel, les missions de freelance étaient interrompues. Par contre, si les salariés classiques pouvaient continuer leur activité en télétravail, l'entreprise n'a pas, les entreprises n'ont pas pour l'instant stoppé leur mission des freelances. Donc ça c'est un élément important qui rejoint un peu le premier enjeu que j'évoquais sur la transformation numérique des entreprises et le deuxième sur la quête de sens et par rapport au développement du freelance. Donc oui, ça peut être une solution à vérifier malgré tout compte tenu de votre métier, de votre expertise. Je continue ? Alors, si on va un peu plus loin dans la notion de critères de choix et de mobilité, là on voit des critères de choix qui étaient donnés avant la crise, quand on interrogeait les cadres sur pourquoi est-ce que vous voulez changer. Je veux une meilleure qualité de vie. Alors derrière meilleure qualité de vie, oui. J'ai une nouvelle question. Stéphane envoie que le contexte actuel met en avant des initiatives et associations issues de ESS. Quelles sont les perspectives et les évolutions que l'on peut envisager dans ce secteur post-crise? Les embauches de cadres et les profils recherchés peuvent-ils évoluer? Alors, effectivement, c'est un sujet, donc ESS, économie sociale et solidaire. La PEC a fait également une étude sur ce sujet de mémoire, excusez-moi, j'ai pas tout révisé, en troisième trimestre 2019, je crois, pour dire effectivement que les ESS étaient des entreprises qui commençaient qui se structuraient, qui continuaient à se structurer, et sur lesquelles il y avait une demande de cadre forte. Cette question, elle est parfaitement liée à la notion de recherche de sens, et si on répond oui à cette notion de quête de sens, on va répondre oui à la question de Stéphane, c'est ça, qui dit est-ce que les ESS vont rechercher des cadres et vont se structurer, vont continuer à se structurer. Tout est lié, tout est lié, donc on peut imaginer, oui, que les structures de l'économie sociale et solidaire vont se renforcer et vont recruter.
Là encore, je me permets de rappeler que je dois rester prudente. Nous devons rester prudents dans nos affirmations parce qu'on ne sait pas dans quelle situation économique on va sortir dans un mois, nous l'espérons, ou dans 2 ou 3. Autre question? Non? Je continue. Donc, j'étais sur ces critères de choix et sur la notion de qualité de vie et de se dire que qualité de vie, c'était pas, on mettait derrière les cadres, mettre derrière ce terme, pas uniquement une question de vivre à la campagne, hein, si je résume. Hein. C'est aussi la notion de je change d'emploi parce que je sens que dans mon emploi il y a une surchauffe, il y a un niveau de stress qui est important, d'accord. Donc la recherche de qualité de vie, c'est pas uniquement je vais à la campagne, mais ça peut dire je change de ville pour avoir une autre qualité de vie et changer de job. Alors, on peut peut-être se dire que demain, hein, la famille prendra moins d'importance parce qu'après avoir vécu 1 mois ou 2 en confinement, on va se dire je prends du large. On peut aussi, de façon plus sérieuse, peut-être se dire que la notion de transport et du coup la notion de télétravail va être importante. On lit beaucoup de choses sur le sujet. Hein. Est-ce que les gens, du coup, ont apprécié d'être en télétravail? J'ai entendu ça, moi, dire finalement, de ne pas passer 1 heure dans ma voiture tous les matins, c'est bien, je gagne du temps, je suis moins énervée, c'est bon pour la planète. Mais d'un autre côté, on entend aussi 100% de télétravail. Non, c'est pas possible. J'ai besoin du contact, j'ai besoin des autres. Voilà. Donc, est-ce que ces éléments vont être re-hiérarchisés? Sûrement, j'ai envie de dire. Alors, là, un élément qui répond à la question de quête de sens par rapport à versus entreprise, vision entreprise et vision hier, hein, attirer et fidéliser les cadres. Comme je disais tout à l'heure, on rejoint la question de la marque employeur. Hein, c'est pas parce que le marché de l'emploi va certainement s'inverser en faveur des entreprises que l'entreprise n'aura pas à montrer sa responsabilité sociale pour attirer et fidéliser les cadres. On pourrait dire pour fidéliser et pour attirer les cadres et l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Encore plus demain, voilà, un candidat, avant de rentrer dans une entreprise, il va renvoyer la question au recruteur en lui demandant et vous l'avez géré comment cette crise? D'accord. Quel respect vous avez eu de vos collaborateurs, des solutions que vous mettez en place, etc. Moi, je suis un peu surprise. Je vois actuellement des offres sur le site APEC sur lesquelles on demande des responsables d'équipe de production et sur lequel il n'y a aucun mot avec une prise de poste immédiate. Donc, on peut imaginer que c'est pour continuer ou reprendre une production et remplacer des gens qui sont soit malades, soit absents pour garde d'enfants, et sur lesquels il n'y a aucun mot sur le contexte du recrutement, sur les mesures sanitaires prises en place. Et là, on est vraiment dans une notion de responsabilité sociale pour recruter. Donc voilà. Donc on vous a mis là quelques exemples d'offres d'emploi alors qui datent d'avant la crise. Hein, parce que de toute façon, on voit pas beaucoup d'évolution dans les offres. Donc bon, voilà, on peut exprimer dans ces offres ou dans un profil LinkedIn, une page LinkedIn, une page entreprise sur LinkedIn ou sur un autre réseau social, la responsabilité sociale de l'entreprise qu'elle a pris hier et qu'elle prend encore aujourd'hui. Des questions sur le sujet? Est-ce qu'on est dans les temps malgré le retard qu'on avait un peu au début? C'est bon. Je continue? Pas de questions, pas de remarques? Alors, le dernier point, c'est la prise en compte des inégalités. Donc là, je vais
faire un bref retour en arrière parce que c'est important de se dire que malgré tout, avant la crise et depuis des années, les inégalités selon l'âge et le genre sont toujours et resteront importants. Malgré un contexte d'emploi dynamique, la présence d'inégalités d'accès à l'emploi était encore présente. Même si on annonçait l'emploi des cadres pouvait être qualifié comme un marché de plein emploi, d'accord, il restait segmenté. Segmenté, ça veut dire quoi tout simplement? C'est que les cadres seniors, demandeurs d'emploi, avaient plus de difficultés à retrouver un emploi que les 30-35 ans, même si on n'a plus le droit de communiquer sur je recherche un cadre entre 30 et 35 ans. Mais c'était très, très visible, à la fois en externe et à la fois en interne. On le voit sur le diagramme là, les 45 ans et plus, qui sont en ocre foncé, ont moins de mobilité externe, 4% contre les moins de 30 ans, que les moins, et également en interne, les 45 ans et plus ont moins de mobilité que les plus jeunes. D'accord? Et c'est pas uniquement parce qu'ils ont envie d'être plus calmes ou plus cool. Hein, c'est aussi lié au fait qu'on a une discrimination sur l'âge. Moi, je vous rappelle que voilà, être senior aujourd'hui, c'est qu'on a 20 ans d'expérience. Donc, c'est finalement pas tant que ça. Il faut qu'on travaille entre 35 et 40 ans. Donc on a fait la moitié de son parcours. Donc, voilà. L'autre élément qui ressort fortement sur la discrimination, c'est la discrimination sur le genre, et en particulier sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. D'accord? Donc, une inégalité en matière de salaire, une inégalité dès l'insertion. Voilà, est-ce que ces inégalités vont perdurer? On peut se poser la question. Et ces inégalités, on les voyait avant, malgré des mesures qui pouvaient inciter les entreprises à engager des actions concrètes. Hein. L'index de l'égalité homme-femme qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, oui, est-ce qu'elle fait bouger les lignes? Est-ce qu'elle fera demain encore bouger les lignes? Les conditions d'emploi des seniors qui font également l'objet de nouveaux débats. Et là, on pourrait rajouter la question du télétravail. Est-ce que le fait que les hommes et les femmes se soient tous, sans distinction, mis au télétravail de façon obligatoire, est-ce que demain, on va garder cet équilibre entre hommes et femmes sur l'utilisation du télétravail? Là, on peut se dire que sur l'emploi, les inégalités vont perdurer malheureusement. Je rajouterai un autre élément qui même s'il n'est pas mentionné sur ce document-là, mais qui me semble important de mentionner, même s'il n'est pas ici sur le doc et s'il ne touche pas directement l'emploi cadre, c'est la question des inégalités sociales, hein, qui sont aujourd'hui très présentes et très exacerbées par le confinement. Voilà. Des questions avant de conclure? Alors, j'ai une question de Hélène. S'agit-il de données nationales ou régionales? Alors, par rapport à... Là, on est plus sur des données nationales. Sur la question pardon, excusez-moi, ici, sur les niveaux de salaire, on est plus sur des données nationales. D'accord. Donc, sachant que vous pouvez trouver sur notre site, alors c'est sûr que sur le site, hein, vous pouvez trouver des évaluations de niveau de rémunération par fonction, par secteur, par parcours professionnel. Vous n'aurez pas, parce que c'est interdit, ça c'est des études qui vont les chercher, vous n'aurez pas des données de rémunération par genre, bien évidemment. D'accord ?
Hop, Cécile. Oui. Oui. Donc, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Ok. Je termine du coup. Alors, là, pour résumer, hein, sur ces 5 enjeux, on peut voir que la période, avec des zones d'incertitude, maintient ces enjeux. On ne voit pas disparaître, je vais prendre la dernière, les inégalités, au contraire. Les enjeux sont toujours présents, ils sont exacerbés, d'accord, et ou abordés différemment. Si je prends la transformation numérique, hein, les changements d'organisation imposés ont, ont été soutenus par la transformation numérique, ils ont été obligatoires et ils vont se poursuivre. Je ne peux pas imaginer qu'on abandonne totalement le télétravail demain, pour ne reprendre que cet exemple-là qui est le plus simple. On va en prendre un autre un peu plus compliqué, qui est la question du RGPD et de la sécurité informatique qui se pose aussi de façon régulière actuellement. Par rapport à la redéfinition des compétences, la valorisation des compétences relationnelles, la capacité du manager et de tout salarié à s'adapter au contexte et à mettre en œuvre non seulement des compétences comportementales et relationnelles, mais le soutien d'expertise qu'il doit apporter à ses équipes est aujourd'hui un enseignement fort de la période et contribuera à retravailler sur l'évolution, à travailler sur l'évolution des compétences et la valorisation de ces soft skills. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est très clair, on y sera encore. La place de la promesse employeur, je crois que j'ai développé suffisamment tout à l'heure, hein, mais oui, la transparence dans le discours de l'entreprise, hein, quant à l'emploi aujourd'hui, est primordiale. La marque employeur, c'est aussi la fidélisation. La recherche de sens et d'équilibre. Alors demain, serons-nous dans quête de sens versus recherche d'emploi? Tout dépend de la situation dans laquelle nous nous trouverons. Mais la quête de sens disparaîtra pas. Pardon. Et bien sûr, le sujet des inégalités sera toujours un point de vigilance pour les entreprises. Je vous remercie de cette participation. En quelques mots, j'ai repris les grandes missions de l'APEC. Voilà, la collecte et la diffusion des emplois cadres, la sécurisation des recrutements des entreprises et la professionnalisation de leurs collaborateurs, la sécurisation des parcours professionnels. Là, on y est en plein aujourd'hui. On est un peu moins sur la sécurisation des recrutements. Et le service de veille et d'observation nationale du marché de l'emploi cadre. C'est ce service, moi je dis souvent que c'est la partie cachée de l'iceberg, mais c'est ça qui nous nourrit tous les jours. Qui m'a permis de travailler sur le sujet et je les en remercie. Voilà. Depuis 2014, l'APEC est aussi un des acteurs nationaux du Conseil en évolution professionnelle. Alors, Cécile, une dernière. Nous avons une dernière question. Alors, de Sophie, avez-vous une vue sur les entreprises de l'agroalimentaire de la région moins impactées de façon inégale, peuvent-elles renforcer le recrutement de cadres pour les aider à gérer cette crise lorsqu'elles tournent à régime supérieur? Alors, aujourd'hui, sur l'agroalimentaire, la vue qu'on a, c'est plus sur le local que sur les grosses entreprises de l'agroalimentaire. Très honnêtement, on n'a pas assez de recul pour se dire aujourd'hui elles produisent, il faut qu'elles produisent et demain il faudra qu'elles s'organisent. Non, très honnêtement, là c'est compliqué. On sait que l'agroalimentaire a maintenu son activité, alors partielle ou pas, mais voilà, c'est la difficulté de la situation actuelle en matière d'emploi, c'est de se projeter. Très bien. Je vous laisse. Voilà. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisse terminer.
Ok. La présence de l'APEC est aujourd'hui 100% en distanciel, bien évidemment. Hein, demain, nous espérons que nous reprendrons à aller voir les entreprises. Et nous avons mis en place, aussi bien pour les cadres que pour les entreprises, des web ateliers sur des sujets à la fois de recrutement à distance, de présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Hein. Aujourd'hui, on voit que les cadres, du coup, ils ont du temps pour réfléchir à leur présence et donc ils ont besoin de conseils sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le site recruteur, soit sur apec.fr, soit au téléphone. Une dernière question, une dernière remarque. Merci beaucoup, Cécile. De vous être prêtée à cet exercice qui était un peu compliqué. On ne voit pas les participants, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, donc en espérant qu'on le fera la prochaine fois, on se retrouvera derrière un café. Donc merci de nous avoir consacré du temps. Donc le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain à 10h. On revient sur le problème de crise de trésorerie et avec la participation de Price, donc qui viendront parler des mesures de financement possibles. Voilà. Donc bonne fin de journée, bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Merci Cécile, au revoir. Merci, au revoir à tous et au revoir.